Qui ne retombe pas après la décision de la Cour suprême des États-Unis de révoquer le droit à l'avortement. Les rassemblements se sont poursuivis jusque tard cette nuit. Opposants et défenseurs de l'avortement, avalanche de réactions aussi à travers le monde. Et pendant ce temps, eh bien, cet État conservateur ont déjà fait leur choix. L'exemple du Missouri, ils ont interdit l'avortement sur leur sol. Guillaume Barqui. Mon corps, mon choix, scandent ces manifestants à Saint-Louis. Le Missouri est l'un des premiers États à avoir banni les interruptions volontaires de grossesse sur son sol, immédiatement après la décision de la Cour suprême de révoquer le droit à l'avortement. Pour moi, c'est tragique parce que nous nous sommes tellement battus pour que cette loi soit adoptée en 1973 lorsqu'elle a finalement remporté la victoire. Maintenant, 50 ans plus tard, ils nous l'ont enlevée d'un coup. C'est mal, c'est vraiment inacceptable. Des femmes sont mortes en se faisant avorter à l'époque. Dans plusieurs villes du pays, les soutiens au droit à l'avortement ont fait entendre leur consternation. Jusque devant la Cour suprême, ici deux camps s'affrontent, deux Amériques. C'est de loin la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie. Il y a maintenant de l'espoir. On reconnaît enfin la valeur de la vie. L'ancien président Donald Trump s'est lui aussi félicité de cette victoire. C'est la volonté de Dieu, écrit-il. Au contraire, la voix tremblante, la vice-présidente des États-Unis a mis en garde. C'est la première fois dans l'histoire de notre nation qu'un droit constitutionnel est retiré au peuple américain. La décision d'aujourd'hui sur cette théorie remet en question d'autres droits que nous pensions acquis. Pour Joe Biden, la partie n'est pas terminée. Le président appelle les Américains à défendre le droit à l'IVG lors des élections de mi-mandat. Il faut refaire de ce droit une loi fédérale. Le président ne peut pas prendre cette décision, mais le Congrès peut le faire. C'est pourquoi à l'automne, vous devez faire entendre votre voix. Au moins 7 États ont d'ores et déjà mis en place l'interdiction de l'interruption volontaire de grossesse. Au total, plus d'une vingtaine d'États envisagent de le faire dans les prochains jours. Et pour décrypter cette actualité, Ursula Le Maine, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de l'association Oser le féminisme. François Durpin, notre consultant aux États-Unis, est avec nous. D'abord, peut-être votre première réaction. Vous êtes en colère, vous êtes dégoûté, vous êtes même surprise en pensant que ça ne pourrait jamais arriver? Alors surprise non, parce que cette décision elle était attendue, on n'en est pas moins déplorable. Je pense que depuis hier on est passé par énormément d'émotions, nous les femmes et les féministes en particulier. La colère bien sûr, la tristesse aussi, et le désespoir pour nos sœurs aux États-Unis qui vont se retrouver sans solution et certainement certaines d'entre elles vont mourir. Donc c'est un sentiment qui est terrible, oui. François, quand on dit certaines femmes peuvent mourir, peut-être qu'il faut qu'on l'explique pourquoi. Alors, ce sont des estimations qui sont effectivement dramatiques. C'est 20% environ d'augmentation de mortalité maternelle. Pour la raison simple, c'est que les femmes n'ont pas accès à ce droit à l'avortement dans des conditions médicales appropriées. Donc, elles vont continuer à essayer d'avorter pour certaines d'entre elles. Surtout qu'il faut dire quelque chose de supplémentaire, qu'on a assez peu évoqué, c'est que généralement les États qui luttent contre le droit à l'avortement luttent également contre la contraception. Donc ça entraîne énormément de grossesses non désirées, notamment dans des catégories les plus défavorisées de la population. Vous savez déjà que pour les femmes noires, autochtones et hispaniques, elles sont déjà 3 fois plus nombreuses à mourir enceintes que les femmes blanches issues de classes sociales plus favorisées. On va revenir sur l'avortement avec vous dans un instant, sur cette question française. Faut-il le faire rentrer dans la Constitution? C'est le sujet du jour. Je voudrais, avant, pour qu'on soit complet, François, dire qu'on n'est peut-être là que sur une première étape. La Cour suprême pourrait s'interroger sur le droit au mariage homosexuel, voire sur le droit même de l'homosexualité? Oui, tout à fait, Philippe. Ce qui risque de se passer, d'abord sur la question de l'avortement. Pour l'instant, la Cour suprême dit que ce sont les droits des États qui vont primer. Oui, mais il pourrait aussi s'attaquer aux droits des États en disant il faut légiférer, il faut faire un arrêt sur une interdiction nationale. C'est par exemple l'avis de Mike Pence. Du côté d'autres droits à la vie privée, il y a 3 droits qui sont
menacées. C'est notamment l'avis du juge Thomas, alors qui n'est pas l'avis majoritaire, hein, c'est pour l'instant son propre avis, mais ça discute au sein de la Cour suprême. Le premier, c'est précisément le droit à la contraception. 1963, la Cour suprême dit les États sont interdits d'interdire la contraception. Le deuxième droit, eh bien, c'est un droit plus récent, 2003, c'est l'interdiction pour les États d'interdire l'homosexualité. On reviendrait là-dessus, vous imaginez, l'homosexualité illégale aux États-Unis. Et le troisième droit, c'est le mariage entre personnes du même sexe. Ça date de 2015. La question qui est posée, elle est fondamentale. Ces juges de la Cour suprême qui sont dans un pouvoir absolu, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni élus ni responsables devant personne, ils sont nommés à vie. Généralement, ça garantissait leur indépendance. Mais avec les progrès du partisanisme, aujourd'hui, on voit bien que cette décision, elle n'émane pas de réflexion philosophique des juges, ni d'une interprétation judiciaire de la Constitution, mais simplement du fait que Donald Trump a été élu en 2016. Si ça avait été Hillary Clinton, elle aurait nommé 3 juges progressistes, et évidemment Roe versus Wade aurait été validé pour des décennies. C'est au contraire 3 juges très conservateurs qui ont été nommés et qui ont menti d'un dernier mot dans leur audience de confirmation au Sénat, puisqu'ils ont dit « nous ne toucherons jamais à Roe versus Wade ». Ça fait mauvais genre pour des juges qui immédiatement ont remis en cause ce droit. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si tout cela pourrait arriver aussi en France. C'était une proposition portée de longue date par la NUPES de faire rentrer dans la Constitution en France le droit à l'avortement. Cette proposition a été renouvelée hier par la chef du parti NUPES à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, et reprise ce matin par Aurore Berger, la chef du parti Renaissance à l'Assemblée nationale. C'est une décision catastrophique pour les femmes. Dans le monde, vous avez une femme qui meurt toutes les 9 minutes, parce qu'un avortement a été mal pratiqué de manière non sécurisée. Ça appelle aussi à ce que nous prenions en France des dispositions pour qu'on ne puisse pas avoir demain des revirements qui pourraient exister. C'est la raison pour laquelle dès aujourd'hui, avec mon groupe, nous allons déposer une proposition de loi constitutionnelle pour inscrire le respect de l'IVG dans notre Constitution. Ça veut dire que malheureusement, rien n'est impossible et que les droits des femmes sont toujours des droits qui sont fragiles et qui sont régulièrement remis en cause. Et Olivier Faure, le patron des socialistes, a réagi aussi ce matin dans un tweet et il estime que ce serait peut-être faire rentrer le droit à l'avortement dans la Constitution une première proposition de loi commune aux différents groupes. Est-ce que c'est ce que vous demandez? Est-ce que ce serait finalement pour le coup un symbole un peu positif dans la période dans laquelle on est, que tout le monde s'entende sur cela? Oui, bien sûr, on soutient cette proposition. Je pense qu'avec cette actualité, elle est nécessaire parce qu'effectivement, elle l'a dit, le droit à l'avortement, il est remis en cause dans énormément de pays du monde et d'autres pays encore ne l'ont toujours pas. Il y en a énormément dans lesquels c'est un espoir très très lointain pour les femmes que d'obtenir ce droit. Donc c'est important effectivement qu'en France, on l'inscrive dans la Constitution. Et en France, c'est toujours un débat. On l'a eu encore il y a quelques mois, l'obstruction parlementaire de certains députés LR proches de la Manif pour tous pour l'amendement qui amenait à l'allongement du délai pour l'IVG. Et également, on a le Front National qui, a encore quelques années, prenait des positions anti-avortement. Aujourd'hui, ils l'ont complètement écarté de leur discours. On voit que c'est un sujet un peu tabou chez RN. Pour autant, on le sait, ils ont récemment encore parlé d'IVG de confort. Donc derrière cette notion d'IVG de confort, il y a en fait une opposition à l'IVG, on le sait, puisqu'en fait, c'est demander aux femmes de justifier devoir obtenir le droit à l'avortement, alors qu'on n'a pas à justifier en fait de obtenir ce droit, comme même Biden hier l'a dit en faisant appel par exemple au fait que les femmes vont se retrouver dans des situations où elles vont devoir avoir des enfants issus de l'inceste ou du viol. Je pense que c'est pas forcément la bonne stratégie à adopter pour défendre le droit à l'avortement. On n'a pas besoin en fait de justifier d'avoir accès à l'avortement, c'est un droit, point. Voilà. C'est un droit, point. Justement, un homme de droit, Olivier Piton, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat en droit public français, européen et américain. Faire rentrer l'avortement dans notre Constitution, c'est faisable et c'est faisable rapidement? Oui, bien entendu, il suffit qu'il y ait un accord de la majorité à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat pour qu'on inscrive dans la Constitution le droit inaliénable, ce droit inaliénable des femmes à disposer de leur corps. Oui, absolument. On est dans un cas de figure qui est radicalement différent aux États-Unis, puisque, comme vous l'avez noté, il ne s'agit pas d'une loi, ni Roe and Wade en 1973, ni la suppression aujourd'hui par la Cour suprême. On est dans deux cas de figure qui sont complètement différents.
On a effectivement la force de la loi en France qui peut imposer ce droit comme un droit inaliénable, et on a aux États-Unis 9 juges qui ont eu la capacité hier de pouvoir décider du droit de millions de personnes. On est dans 2 cas de figure complètement différents, et la raison pour laquelle, il faut bien comprendre que la raison pour laquelle la Cour suprême a supprimé ce droit, ils ont malheureusement été extrêmement habiles, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé un droit inaliénable aussi aux États-Unis qui est la séparation des pouvoirs entre l'État fédéral et les États fédérés, comme ça a été dit tout à l'heure par François Durper. Effectivement, c'est en utilisant ce véhicule, en utilisant les droits des États à pouvoir dominer les prérogatives de santé publique, que la Cour suprême a cassé Roe v. Wade. Et malheureusement aux États-Unis, c'est la différence avec la France, c'est que sauf cas tout à fait improbable, c'est-à-dire une très large majorité démocrate au Congrès et en particulier au Sénat, nous n'aurons pas la possibilité aux États-Unis d'avoir une modification avant probablement plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, pas de la législation, du droit des femmes à pouvoir disposer de leur corps aux États-Unis. Olivier Piton, vous prenez effectivement ce mot de droit inaliénable, extrêmement fort, extrêmement important et précis. Qu'est-ce que ça change en France si ce droit à l'avortement rentre dans la Constitution ? La première des raisons, c'est il sera pas impossible, mais infiniment plus difficile de pouvoir revenir sur le droit à l'avortement en France. Alors, encore une fois, il faudra regarder dans le détail ce que les propositions de loi, puisqu'il s'agira d'une proposition parlementaire, donc d'une proposition de loi, et non pas d'un projet de loi, ce que la proposition de loi va comporter comme élément, en particulier sur la longueur, la durée de possibilité d'interruption de grossesse. Mais à partir du moment où on inscrit dans la Constitution ce droit, il devient... Le seul moyen de revenir sur ce droit serait de modifier la Constitution, ce qui, en l'occurrence, nécessiterait le recours au 3/5 du Congrès, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et on peut estimer, en tout cas on l'espère, que jamais on aurait 3/5 du Parlement susceptible de revenir sur ce droit. Merci beaucoup Olivier Piton pour toutes ces explications extrêmement précises. Ursula Le Maine, on a le sentiment là qu'on a des débats d'un autre temps. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que femme, vous vous dites ce droit, finalement, n'est pas encore acquis ? Il ne l'est pas du tout, et on le voit, hein, c'est très désespérant de voir que, encore une fois, le contrôle du corps des femmes, de leur capacité reproductive, et en fait, in fine, ce qu'il y a derrière, c'est de leur sexualité. On le voit aussi avec les propositions d'interdire la contraception. C'est encore au centre du débat public, au centre de la société, de savoir ce que font les femmes avec en fait leur corps. Et que ça soit une question si polarisante, si clivante aux États-Unis, au point que ça soit un point de bascule entre être progressiste ou conservateur, ça montre à quel point en fait le poids en fait du patriarcat est toujours aussi fort dans le monde, et en particulier là on parle des États-Unis. Et d'ailleurs c'est criant avec la sortie qu'a fait Donald Trump juste après l'annonce, en faisant appel à l'idéologie millénaire qui est donc la religion, en disant que c'est la volonté de Dieu, donc une idéologie millénaire qui a aider à institutionnaliser l'infériorité des femmes par rapport aux hommes dans la société. Et donc il fait appel, il invoque en réalité cette idéologie, et pour cacher qui il y a derrière en réalité cette décision. Évidemment, ce n'est pas Dieu, ce sont des hommes puissants, donc Donald Trump et de nombreux lobbyistes qui ont préparé cette nomination de ces 3 juges ultra-conservateurs et qui seront là à vie, comme l'a dit tout à l'heure le consultant. Voilà. Et donc, il faut voir effectivement quelles sont les forces derrière. Ce n'est certainement pas celles de Dieu, ce sont les forces du patriarcat et qui organisent la domination des femmes en réalité. C'est le tweet de Donald Trump, effectivement, qui dit que c'est la voix de Dieu et qui dit que c'est une victoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On évoquera la question du Covid, cette 7e vague qui est là et qui, pour prendre des décisions,